Nous avons 35 participants pour l'instant. Je vous propose de démarrer. Les retardataires éventuels nous rejoindront en cours de séminaire. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous, toutes bien. Je vous représente, pour celles et ceux qui n'étaient pas présents lors de notre premier web séminaire la semaine dernière, maître Christian Gossaume, avocat, qui sera là pour vous faire un point d'actualité sur les évolutions aussi bien en droit relations commerciales qu'en droit social du moment. Ce qu'on vous propose, c'est que dans un premier temps, c'est vous refaire un petit point d'actualité et pouvoir répondre à vos questions sur les évolutions liées au droit social depuis notre séminaire de mercredi dernier. Vous apporter quelques précisions par rapport à ça et quelques retours d'expérience qu'on a pu avoir, notamment par rapport à cette question de la demande de mise en activité partielle, qui semble être appréciée de manière différente d'une région à l'autre, selon les directs. Et puis, on consacrera ensuite une large part de notre séminaire aux questions que vous vous posez sur les relations commerciales, aussi bien vous en tant que producteur de prestations commerciales auprès de vos clients, dans le cadre de l'autorisation de vente de voyage et de séjour, que les questions que vous posent vos prestataires par rapport à leurs clients sur ces mêmes questions, conditions d'annulation ou de report de séjour. Je vais donc passer la parole à Maître Gossaume. On va démarrer par peut-être les points d'actualité sociale depuis mercredi dernier, ce qui a pu être précisé par rapport à ces questions. Ouais, je voulais apporter des petites précisions. Donc, il n'y a pas de grand chamboulement. Juste de préciser, mais vous savez déjà que le confinement a été prolongé, donc il est possible de prolonger les arrêts de travail de 14 jours pour la garde d'enfants. Pour les congés payés, rien de particulier non plus. Pour l'activité partielle, je tenais à repréciser au cas où, effectivement, c'est qu'a priori, tous les contrats de droit public dans les régies SPIC, les régies SPA et les directeurs d'EPIC ne bénéficient pas à ce jour, de l'activité partielle, puisque le Code du travail précise bien qu'il faut appliquer le Code du travail, tout le droit social, pour effectivement bénéficier de ce cursus. Ça a été reprécisé et ça émane d'une circulaire antérieure, très antérieure, de juillet 2013. Par contre, il n'est pas impossible que ça soit étendu progressivement, tout dépend de la durée du confinement, à ces agents titulaires ou contractuels de la fonction publique. Après, de préciser également, puisque la première phase s'est apparemment pas trop mal déroulée, là on arrive dans des situations où ça se télescope un petit peu au sein du foyer fiscal, quand vous avez le père et la mère, de savoir qui a droit à quoi en fonction de la situation de l'autre, du conjoint. L'URSSAF, la sécurité sociale, a précisé à plusieurs reprises que lorsqu'une personne est en chômage, voire en chômage partiel lié à la crise sanitaire, et qu'elle est en capacité de garder les enfants, l'autre conjoint ne peut pas bénéficier de la garde d'enfants. Alors, on ne peut pas avoir et une garde d'enfants et quelqu'un, effectivement, pour un autre motif, quel qu'il soit, en capacité de garder les enfants. Donc ça, c'est aussi à préciser parce que là, sur le renouvellement, on arrive dans des situations où, effectivement, il y a une entreprise qui met un conjoint en chômage partiel et l'autre se dit moi, je suis en télétravail, mais comme on est tous confinés, c'est compliqué. Est-ce que je peux me mettre en garde d'enfants? Voilà, les questions se posent dans ce sens-là. Donc, les deux simultanément, ça n'est pas possible.
Après, en droit social, c'est les seuls points que je tenais à préciser. De prioriser, encore une fois, d'abord l'appurement des congés payés. On arrive au 31 mai et logiquement, les compteurs sont remis à zéro au 1er juin, sans être obligé peut-être de passer par un accord d'entreprise pour les congés payés, ces fameux 6 jours que pourrait imposer l'employeur. Donc, repartez sur les usages qui devraient être établis dans les structures office de tourisme, donc de demander aux salariés d'apurer leur congé, sinon ça ne sera pas reporté. Alors moi je vous le dis, beau de décoffrage, il faudra peut-être y mettre la manière. Idem pour tout ce qui est heures supplémentaires qui doit être récupéré, qui peut peut-être aussi constituer 1 ou 2 jours ou en congé payé comme en récupération. Le personnel bénéficiera de 100% de rémunération. Alors qu'au chômage partiel, effectivement, on est sur une base de 84%. Donc voilà, essayez de faire en sorte que tout le monde puisse apurer les congés payés, apurer les récupérations ou les repos compensateurs liés aux heures supplémentaires, au RTT, au travail du dimanche, au travail des jours fériés, qui auraient pu être effectués avant la période de confinement. Après, il est encore possible effectivement d'aller, pour ceux qui en bénéficient, d'aller utiliser les jours du compte épargne-temps avant de déclencher effectivement le chômage partiel. Une petite précision, mais je n'ai pas la certitude, parce que là aussi, c'est des informations qui sont, je dirais, semi-officielles sur les structures qui pourraient faire bénéficier du chômage partiel à leur personnel. J'avais parlé de l'activité économique et non commerciale. Et là, il semble qu'ils viennent préciser qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait une activité commerciale. Ce n'est pas le pourcentage, mais qui dit activité commerciale dit vente de produits boutiques ou vente de prestations de services, type billetterie, visite guidée, forfait, tout ce que les offices peuvent vendre dans ce type de prestations. Alors même si ça représente 1, 2, 3% du chiffre d'affaires, s'il y avait ces activités, je pense que ça faciliterait. Sinon, vous risquez d'avoir éventuellement, je ne peux pas garantir, éventuellement des blocages parce que l'argument seul économique semblerait ne pas suffire. Mais pour l'instant, j'ai aucun retour négatif, aucune directe à ce sujet-là. Mais méfiance, voilà, malgré tout, méfiance. Donc, bien utiliser tout le reste avant de déclencher le chômage partiel. D'autant que dans les directs aujourd'hui, vu l'affluence, ça cafouille un petit peu dans les délais de réponse. Ok. Voilà en matière de droit du travail et droit social, ce que je voulais préciser. On peut répondre aux questions et passer au commercial si vous le souhaitez. C'est une précision pratique aussi pour le télétravail, de ne pas laisser vos collègues en live total sans connexion. Voilà. Vous n'avez sans doute pas rédigé les chartes, puisque la branche n'a pas précisé non plus, mais vous pourriez, en l'intégrant peut-être dans le document unique d'évaluation des risques, comme tous les actes barrières pour la transmission du virus, vous pourriez rajouter qu'en termes de télétravail, et lister certains points que la direction ou le chef de service ou l'employeur sera amené effectivement à contacter le salarié sur un rythme que vous allez déterminer. Hein. Vous ne pouvez pas l'appeler toutes les heures, mais l'appeler une fois par jour pour savoir comment ça va, ou envoyer un mail, c'est pas non plus utile des téléphones. Je pense que téléphone et visio, tout le monde commence un petit peu à saturer aussi, donc il faut y aller avec modération. Mais un petit mail, effectivement, pour savoir s'il y a des soucis professionnels. Hein, ça rentre que sur Et puis d'anticiper sur l'avenir aussi déjà par rapport à la position que chaque salarié pourrait avoir en matière de renouvellement de confinement à partir du 15 avril, qui est quasi garanti, et de savoir s'ils commencent déjà eux-mêmes à réfléchir sur la continuité, tant pour vous, employeurs, de savoir de qui vous aurez besoin pour gérer les affaires courantes et commencer à mettre en place un plan de relance,
et en même temps obtenir du personnel à leur position aussi, notamment pour garder les enfants. Ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, soit par oral ou… J'aurais une question, si on peut. Non. Oui. Est-ce qu'on peut cumuler, en fin de compte, une personne qui est en arrêt de travail pour garde d'enfants peut, en fin de compte, effectuer aussi du télétravail? Non, non. Quand on est en chômage partiel, quand on est en arrêt de travail pour garde d'enfants et quand on est en arrêt de travail maladie, on n'a pas le droit de télétravailler. Ça fait partie des risques aussi. Si vous voulez, pour certains postes, ouais. Certains postes, si vous voulez, ne permettent pas d'être en télétravail à 100% ou d'être en arrêt de travail à 100%. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir un poste et finalement, une partie de son travail pourrait être effectuée en télétravail. Vous pourriez envisager de mettre pour partie le salarié en télétravail et pour une autre partie, c'est là le plus compliqué, surtout au démarrage parce qu'on n'a pas de recul, en chômage technique. Le chômage, l'activité partielle peut être partielle. Vous pouvez mettre un salarié à 10% en chômage technique, un autre à 20%, un autre à 30%. C'est aussi d'estimer, et puis ça pourra être ajusté. Ce n'est pas ce que vous allez donner comme information auprès de la directe quand vous allez mettre partie ou totalité du personnel en chômage technique. Ça sera ajusté au fil du temps et tous les mois, de toute façon, vous devrez faire un bilan exact des heures chômées. Ça reste possible. Vous pourriez avoir, ce matin, j'ai eu le cas de 3 personnes à l'accueil. Il y en a une qui est complètement conseillée en séjour, dont l'employeur n'a pas de raison de la faire venir, parce qu'il n'y a pas d'accueil touristique ni autre. Et puis, les 2 autres salariés sont polyvalents. Ils ont du conseil en séjour, ils ont de la promotion, ils ont de la commercialisation, une autre, elle fait partie de la comptabilité. Et là, on en a besoin. Donc, il y en a une qui est à 100% en chômage technique. Il y en a une autre qui est à 70% en chômage technique et il y en a une troisième qui est à 50% en chômage technique. Et le reste du temps, c'est télétravailler. Avec une pseudo-charte. Alors, la charte, elle n'est pas obligatoire, mais je la conseille fortement. Pour clarifier, je dirais, et cadrer. Voilà, c'est le rôle du manager de cadrer, effectivement, de donner le cadre dans lequel les personnes peuvent télétravailler, à savoir quand vous pouvez la contacter si vous avez besoin d'elle ou si les collègues ont besoin d'elle aussi, ou de lui, de savoir qu'elle est joignable en télétravail tous les matins ou toutes les après-midi ou de telle heure à telle heure, etc. C'est à préciser, la notion de manager reste complètement pertinente, même en télétravail, sans fliquer tous les quarts d'heure, bien sûr. Ok. Moi, j'ai une question. On m'entend ? Oui, Christophe Devreux. Je l'avais posé par écrit, mais tout à l'heure, on a dit que les directeurs d'EPIC, apparemment, et les SPIC et autres, n'étaient pas admissibles à l'activité partielle. Pourtant, on cotise au Pôle emploi. Alors, certains cotisent, c'est pas. Moi, c'est le cas en tout cas. Oui, je sais bien, mais c'est pas retenu. C'est ce qui est retenu par le texte du Code du travail. Vous irez voir, c'est l'article 5122-1 du Code du travail et la circulaire du 12 juillet 2013 précise bien que c'est pas ça qu'on retient. Ce qu'on retient, c'est l'application du Code du travail. Donc, comme vous êtes des contrats de droit public et vous devez appliquer le droit public, et c'est précisé dans le Code du tourisme, donc vous êtes sur des contrats en CDD dans un premier temps sur une durée de 6 ans maximum avant de passer en CDI de droit public. Donc, c'est l'origine dans laquelle vous êtes qui ne donne pas accès au Code du travail. Okay. Même si je sais par ailleurs, et c'est possible d'y déroger, et c'est là où peut-être effectivement vous pourriez jouer, ça peut être l'argument, c'est que certains directeurs ou directrices d'EPIC disposent dans leur contrat de travail d'application de la convention collective. Oui, c'est précisé dans mon contrat de travail. Donc pour vous, oui, je pense que c'est possible. Voilà. Mais d'une manière générale, à la base, c'est non. D'accord. Mais au cas particulier, oui. Voilà. Ouais. Qui
vous avez effectivement par équivalence l'application, et ça porte souvent sur la rémunération, hein, c'est l'indice, l'échelon, etc. Oui, c'est ça. Voilà. Pour ça, vous y aviez droit. Voilà. Maintenant, je ne sais pas comment vont réagir les directs, parce que vous n'y avez droit que pour ça. Voilà. Pour le reste, par exemple, un 13e mois, j'entends légalement parlant, vous n'y avez pas droit, ni aux primes exceptionnelles. Après, Et dans ce cadre-là, en termes de primes, vous allez appliquer le régime du RICEPT, qui est le régime indemnitaire des agents. Et là, vous êtes en plein dans le droit public. Donc, je ne sais pas où ils vont mettre le curseur et s'ils vont laisser les vannes ouvertes. oui. Pour certes, ça représente 300 personnes. Ouais. Donc, ce n'est pas en termes de finances gigantesques par rapport à tout ce qu'ils doivent indemniser. Après, c'est sûr qu'on a des Et là encore, peut-être qu'ADN pourrait aller titiller effectivement le gouvernement à ce sujet-là et qu'il donne des directives aux directs pour valider. Je crains qu'on ait plusieurs mesures entre les directs. Ouais, ok. Après, vous pouvez jouer sur ça parce que les directs ne vous connaissent pas particulièrement non plus. Bah déjà, moi, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un dans le bureau de la directe. Pardon. Je suis d'accord. Après, vous pouvez prendre le risque. Hein, c'est enregistré, mais c'est vrai que si vous déclarez X personnes, je ne pense pas que dans la déclaration, on vous demande le statut exact. On va vous demander CDI ou CDD. Et on ne va pas vous demander droit public ou droit privé. Voilà. Après, c'est une fausse déclaration, s'il y a un contrôle. Après, je ne vais pas monopoliser sur mon cas privé, mais je pense que mon contrat, de toute façon, déjà, il est… je ne suis pas sûr qu'il soit très réglementaire parce qu'un coup, il se dit de se référer à la convention collective et puis sur plein d'autres choses, on n'est que dans le droit public. Je le trouve bizarre. Mais bon, on verra. Vous pouvez vous référer qu'au niveau de la rémunération où il y a une… Ben là, je suis sur le droit public. Ouais. Il y a que la rémunération, vous pourriez être sur le droit privé. Le reste, ça serait le droit public. Ouais, mais je suis là, sur ce point-là, je ne suis pas sur la convention collective. Ok, merci. Est-ce qu'on a d'autres petites questions sur le droit social avant de passer au sujet principal du jour qui concerne les relations commerciales? Non, on a fait le tour. Ok. On va peut-être faire déjà un petit rappel dans les grandes lignes là, de l'ordonnance qui est sortie, je crois que c'était vendredi, quelque chose comme ça, qui vient préciser, le décret qui vient préciser, suite à l'ordonnance, qui vient préciser les conditions d'annulation ou de report des voyages et des séjours et prestations touristiques de manière générale. C'est un petit peu ce qu'on s'en présentait. Donc, c'est l'ordonnance 2020-315, si vous la cherchez sur les GIFRANCE, du 25 mars. C'est la dernière, hein, c'est la dernière parution, même si c'est l'économie numéro 1. Donc, c'est un peu ce qu'on pressentait effectivement. Ça vient donner une soupape énorme en matière de trésorerie à tous les offices de tourisme qui commercialisent. C'est ouvert également à toutes les personnes morales et personnes physiques qui commercialisent des forfaits touristiques ou des services de tourisme. Donc, c'est ouvert à l'ensemble des hébergeurs, chambres d'hôtes, meublés, hôtels, etc., etc. Il n'y a pas d'interdiction à ce niveau-là. Dans le texte, c'est bien clair, c'est personnes morales et personnes physiques. Même un loueur de meublé qui n'a pas de société, qui est un indépendant physique, peut tout à fait déclencher ce système-là. Donc, le principe, il est en plusieurs paliers. Le premier palier, c'est soit la demande du client, soit à votre initiative d'annuler la prestation. Alors, des prestations qui vont se situer entre le 1er mars 2020, et là déjà c'est une première bonne soupape, et jusqu'au 15 septembre 2020. Donc, pour tous ces contrats-là, vous pourriez effectivement annuler et émettre un avoir. Donc, du jour où vous annulez, le jour J, vous avez 30 jours pour émettre l'avoir. L'avoir, je vous conseille de l'envoyer sur enfin, je ne vous conseille pas, c'est la loi, sur un support durable. Donc, vous envoyez un mail, si vous avez l'adresse mail, par courrier, il faut éviter parce qu'ils tournent à 50% de leur activité. Vous l'envoyez par mail et vous joignez en PDF, c'est ça le support durable, c'est le PDF. En support durable, vous envoyez ça au client. Donc, première étape, vous annulez ou le client demande d'annuler. Vous faites un avoir dans les 30 jours par mail en PDF. Ensuite, vous avez cet avoir est valable 18 mois
à compter de l'envoi de la proposition. Donc, première étape, l'avoir. Deuxième étape, envoyer une proposition. Donc, c'est renvoyer une proposition qui doit comporter une prestation identique ou équivalente. Donc, s'il a réservé une visite guidée et un hôtel 2 étoiles, ça sera une visite guidée et un hôtel 2 étoiles. Alors, ça peut différer selon la période que vous allez proposer. Le prix doit être identique au centime près et sans aucune majoration financière. Alors, vous pouvez proposer de reporter ça sur un an. Vous dites que vous vouliez réserver au 15 mai, et on vous propose au 15 mai 2021 la même prestation, au même tarif, dans les mêmes conditions. Voilà, il y a une question qui se pose, il y a une question qui a circulé, une interrogation sur, par rapport au prix, si les frais de dossier étaient compris dedans ou pas. Sans aucune majoration financière. Donc, tout est exclu, il n'y a aucun frais de dossier. Donc, ça, c'est la première étape. L'avoir à envoyer dans le mois qui suit l'annulation, à la demande de l'un ou de l'autre. Et dans les 3 mois, d'envoyer une proposition. Moi, je vous conseille effectivement d'envoyer tout en même temps. D'envoyer un avoir et en même temps, dans le même mail, il y aura 2 PDF, il y aura l'avoir et la proposition. Et après seulement, là, c'est pour répondre à votre question, après seulement, ça risque, on va dire, à 99% de ne pas satisfaire le client. Le client, et dans votre mail, il faut l'inciter, de dire voilà, on vous fait un avoir, comme le prévoit l'ordonnance, on vous fait une proposition, comme le prévoit l'ordonnance, pour une prestation identique, au même prix et sans aucune majoration. Par contre, si vous avez un autre souhait, n'hésitez pas à nous demander. Parce que l'ordonnance vient préciser qu'à la demande du client, il pourrait effectivement demander à ce que la proposition soit modifiée sur d'autres dates, sur d'autres prestations, etc. Et là, vous pouvez majorer et intégrer effectivement des frais de dossier ou majorer la prestation parce qu'elle va se trouver sur des périodes de haute saison, alors que là, on était sur des périodes intermédiaires, de moyenne saison. Donc, c'est qu'à ce moment-là, il faut attendre et inciter à ce que le client demande. Tant qu'il n'y a pas la demande du client, vous ne pouvez pas modifier ni la prestation équivalente, ni le prix complètement identique et sans aucune majoration financière, quelle qu'elle soit. Donc, il y a toute une démarche aussi avant de renvoyer les avoirs. Vous avez 30 jours quand vous annulez ou quand le client demande. Il y a toute une démarche à avoir vers les prestataires aussi, parce qu'ils ont leurs clients habituels, ils ont vos clients que vous leur apportez. Il faut que tout ça, ça matche au niveau des disponibilités et on risque d'avoir un rush là peut-être juin, juillet, août, je l'espère pour vous. Par contre, si vous reportez des prestations d'avril ou de mai en juin, juillet, août, ils seront au même prix. Donc, il faut faire très attention à ça. Par rapport au champ d'application, une question de Christophe Devreux. On est bien d'accord que les journées qui sont vendues en dehors de la définition légale d'un forfait qui doit comprendre 24 heures, une nuitée, ça rentre bien dans le champ d'application du décret. Oui, c'est le forfait ou les services de voyage, donc les prestations sèches, qui portent sur la location de véhicules, de vélos, location de canoë, restauration, hébergement, loisirs, sport, tout ce que vous vendez, quoi, visite guidée, billetterie, etc. Par contre, une prestation sèche de transport, elle, si le client exige le remboursement immédiat, là, ça sort des dispositions. Non, il n'y a que le transport aérien qui est hors champ de cette ordonnance. D'accord. S'il y a un transport en bus pour un circuit touristique, le transporteur rentre dedans. D'accord. Il n'y a que le transport aérien qui est exclu, qui relève des règles européennes et surtout internationales. Okay. Une question de Stéphanie de Don Tourisme. Faut-il l'accord du prestataire pour émettre l'avoir dans le cadre d'un séjour commercialisé par l'OT? Non, l'avoir, il est valable en argent. Voilà, donc après, je dirais, il faudrait avoir le mandat ou l'accord, une discussion avec le prestat pour faire la proposition. L'avoir, vous le faites automatiquement, c'est valable 18 mois. Après, c'est la proposition pour laquelle, effectivement, il faudra être garanti que le prestat peut assurer cette prestation sur une autre période. Donc, le prestataire ne peut pas refuser l'avoir? Ah non. Non, d'accord. Il n'y a même pas à intervenir, c'est entre l'office et le client. Oui. Après, ça va être là la complication. Hein. C'est ce que depuis 3-4 jours, j'entends dans les offices. Mais comment aller consulter nos prestats
On est tous chez nous, on ne peut pas les rencontrer, il faut les appeler. C'est pas simple. C'est pas simple. Tout dépend de la proportion de l'activité commerciale que vous avez. Mais quand vous avez déjà 500 ou 600 contrats pour la période juin, juillet, août, ça commence déjà effectivement à être angoissant pour certains officiers de tourisme. Parce qu'il faut contacter les prestats, qui eux-mêmes, pour grande partie, sont fermés. Je crois que ça a été abordé tout à l'heure, mais j'étais en train de faire mes manipulations. Je ne sais pas si vous avez répondu exactement à la question. Par rapport au champ d'application sur les loueurs non professionnelles, est-ce que ça s'appliquait aussi? Oui, ça s'applique aussi pour notamment chambres d'hôtes meublées. Voilà, c'est la question. D'accord, ok. Ça s'applique aussi. C'est aussi une question qui circule régulièrement. D'accord. Pour les meublés, d'ailleurs, c'est aussi une question qui circule, c'est est-ce qu'ils ont droit au fonds de solidarité des 1500 euros. Donc, si on n'est pas en société, ils n'y ont pas accès. C'est uniquement réservé aux indépendants, aux très petites entreprises, mais il faut être constitué en société. Donc, soit auto-entrepreneur, ça marche. Entreprise individuelle, ça marche. Et après, SARL, URL, SAS, tout ça, ça fonctionne. Mais si on n'a aucun statut de société, ça ne marche pas. J'avais une question de l'hôtel de Granville par rapport à la relation avec les prestataires, entre l'hôtel et le prestataire. Est-ce que dans le contexte actuel, par rapport à ses besoins de trésorerie, un prestataire peut exiger un acompte de la part de l'hôtel sur sa prestation? A priori, non. Si il ne l'a jamais exigé et si le contrat entre l'office et le prestataire ne le précise pas, il ne peut pas l'exiger. C'est le contrat qui pourrait aboutir à ça. Et non, a priori, s'il considère, j'allais dire s'il n'y a pas de contrat, ce qui est un petit peu dommage, mais contrat ou pas contrat, s'il n'y a pas de contrat, non. S'il y a contrat, c'est le contrat qui va répondre à cette question. En général, non. C'était justement, voilà, c'était la question de Christelle justement que je relayais. Je crois que Christelle avait plusieurs questions qu'elle nous avait relayées en amont sur les prestations, notamment il y avait une question par rapport, il me semble, au fait que si un dossier est confirmé mais qu'aucun acompte n'a été versé, que doit-on remettre au client? Rien. Il n'y a rien. Oui, il n'y a rien de particulier. Il faut lui faire un avoir et un avoir de rien, donc il n'y a rien à faire. S'il n'y a pas de somme versée, il n'y a rien. Il faut juste annoncer effectivement que le contrat est annulé si la prestation rentre dans une période où elle ne pourra pas être assurée, mais il n'y aura pas d'avoir à faire ni de proposition. Alors, la autre porte sur un versement à minima d'un compte ou d'art, c'est tout. D'accord. Autre question de Christelle, si un contrat est annulé par le client en dehors de la période de confinement et dans le délai fixé au 15 septembre, le prestataire peut-il faire appliquer la dérogation de report? Je crois que là, ça ne change rien en fait. Non, en dehors du 1er mars et du 15 septembre, donc de cette période-là, en dehors, ce sont vos conditions particulières de vente qui rentrent en ligne de compte. Donc, ça sera l'échéancier. L'office conserve 90, 70, 50%, etc. Voilà, selon, plus on se rapproche du début de la prestation, plus l'office va en garder. Logiquement, les conditions sont faites comme ça. D'accord. D'autres questions? Le commercial, c'est l'ordonnance la plus simple, je dirais. C'est la soupape donnée par le gouvernement est assez importante quand même. Sur 18 mois. Par contre, sur les 18 mois, si au bout de 18 mois, il n'y a pas d'accord et que le client veut absolument annuler, alors il peut prendre cette décision tout de suite, en disant non, j'annule tout de suite, je veux être remboursé. Voilà, c'est au bout de 18 mois seulement que le remboursement va arriver. Par contre, je vous conseille de quand même, s'il y en a beaucoup, je ne le souhaite pas, mais s'il y en a beaucoup, de les échelonner en trésorerie. N'attendez pas l'échéance pour tout payer d'un coup. Déjà que l'activité économique va être compliquée, déjà que vous allez vendre beaucoup moins, il y a 2 pertes sèches quasi assurées.
Déjà que vous aurez peut-être moins de taxes de séjour pour les EPIC, c'est quasi garanti. Peut-être que les subventions des collectivités vont pas être non plus en augmentation sur la période 2020-2021. Donc, en matière de gestion et de trésorerie, il va falloir suivre de près aussi. Même certaines structures qui envisagent effectivement de pousser le chômage partiel assez loin dans le sens où effectivement il va falloir payer les salaires et que peut-être on aura du personnel office de tourisme en chômage partiel jusqu'en fin 2020. Si l'activité ne reprend pas suffisamment vite. Une question de Kevin de Fécamp. Le client qui a annulé avant le confinement du 17 mars pour une journée prévue en mars, peut-il exiger un remboursement numéraire et refuser l'avoir? Alors, c'est encore une fois dans la période du 1er mars au 15 septembre. Donc, avant le 1er mars, non. C'est les conditions particulières de l'office qui vont s'appliquer. À partir du 1er mars, oui. Exigeant numéraire, non, il ne peut pas. D'accord. D'autant que… Non, parce que si l'exigence numéraire, ça veut dire qu'il ne va pas rentrer dans sa caisse. Donc, c'est pour minimiser lui-même peut-être son chiffre d'affaires et bénéficier d'autres aides à côté. Donc, non, ne jouez pas à ça. Non. Au pire du pire, c'est un chèque. Au pire, voilà. Si vous ne pouvez pas arriver à recréditer une carte bleue, c'est au pire du pire. Question de Stéphanie de Dombes, Tourisme. Si un établissement commercialise nos visites et qu'il a pris la décision d'annuler ou de ne pas émettre d'avoir, quels sont nos recours? Si j'ai bien compris, il doit émettre un avoir. Il peut décider effectivement d'annuler et votre recours, c'est le contrat qui va le dire. Logiquement, le contrat, alors si vous avez un contrat, encore une fois, mais un contrat avec un partenaire, logiquement, il y a une clause de force majeure qui est incluse dans tous les contrats, quasi logiquement pour le commercial. Et avant d'envisager ces avoirs, comme pour vous, office de tourisme, ça serait effectivement de contacter ce prestataire et comme pour vous, de constater vos prestataires, de dire voilà, l'ordonnance est telle que, on va émettre des avoirs, on va tout annuler, je vous préviens, et on va s'organiser pour faire des propositions ailleurs. Voilà. Oui, il peut imposer effectivement l'avoir et imposer ce régime à l'office de tourisme. D'accord. Une question de Carole de Bagnoles de l'Orne. Un hébergeur a eu une réservation sur Booking non remboursable, non annulable à partir du 25 avril. La personne décédée, c'est ça Carole? Je vais te donner le micro Carole, ça va être plus simple. Bonjour, oui, en fait, c'est un hébergeur en fait qui m'a posé la question. Là, on a fait un petit peu le tour de tous nos hébergeurs. En fait, il a en fait un client qui a réservé en fait sur Booking, donc non annulable, non remboursable, donc pour un séjour qui devait se dérouler à partir du 25 avril. Et cette personne est décédée. Donc, la petite fille en fait de cette personne lui demande le remboursement. Donc, elle dit que dans une autre situation, il ne l'aurait pas remboursé, mais là, du coup, elle s'interroge en fait si elle doit la rembourser ou pas. Oui, ça rentre dans la période du 1er mars au 15 septembre. Donc, tout booking qui soit effectivement, et l'hébergeur aussi, doit rembourser. Il n'y a pas le choix. Rembourser. Ouais. Une question de Christelle de Granville. Le montant du bon d'avoir correspond au montant total du contrat ou uniquement sur l'acompte perçu? C'est le total, hein, on est d'accord, hein? Oui, l'avoir, c'est l'annulation de la totalité. Ouais. Enfin, la totalité, non. Si c'est un acompte, oui. Si c'est des arts, non. Ça ne sera que sur la valeur des arts. Ah oui. Il y a une nuance entre l'acompte et les arts. Ouais. Mais sur l'acompte, oui. De toute façon, en général, je dirais à 99%, les offices sont sur les acomptes. Sur la totalité du contrat, oui. Non, l'avoir ne porte que sur l'acompte, sur les sommes versées. Non, je suis en train de vous dire des bêtises. L'avoir ne porte que sur les sommes versées. Vous n'allez pas émettre un avoir sur des sommes que vous n'avez pas encaissées. Non, c'est que sur les sommes versées. D'accord, ok. Que sur les sommes versées. D'accord.
C'est la proposition, elle, qui doit être complètement identique au contrat initial. Oui, c'est la composition. Oui. J'ai eu peur. Oui. Je me suis fait peur aussi. Oui. Ok. Alors, j'avais une question alors, ça sort un petit peu, peut-être qu'après on reviendra sur des questions liées à la commercialisation de voyages et de séjours et de prestations. C'est une question de Laurence Racine de Cabourg-Pays d'Auge qui se demandait si elle a un prestataire qui lui demande d'annuler une prestation que l'hôtel lui a vendue, là c'est dans l'autre sens, que l'hôtel lui a vendu une prestation type encart publicitaire. Voilà. Et le prestataire ne veut plus, compte tenu de la situation, ne veut plus honorer son engagement. Alors là, on sort du décret dont on parlait, hein, mais dans ce cas de figure, est-ce que… Alors, tous les autres prestataires, effectivement, que ce soit ce type de relation, que ce soit EDF, GDF, le bail commercial, etc., c'est d'un commun accord, sous réserve des clauses contractuelles. Donc, ça dépend du contrat que l'office a avec ce prestataire qui a payé un encart publicitaire. Est-ce que dans ce contrat, il y a une clause de force majeure ou pas? Et à défaut, s'il n'y a pas, le prestataire ne pourra pas annuler, sauf un commun accord, encore une fois. Après, c'est d'essayer de discuter et de négocier des arrangements, des réductions, le cas échéant. Voilà. Il ne faut pas perdre tout le monde, je dirais. C'est le risque qui est là. C'est si vous dites non juridiquement, c'est non, vous risquez de les perdre sur du moyen ou du long terme au final aussi. Voilà. Mais il faut… c'est un petit peu le cercle vertueux à mettre en place. Est-ce que ce prestataire qui a acheté un encart n'a pas lui-même des difficultés? Est-ce que l'office peut minimiser sa facture, faire un avoir de 20 ou 30%, etc. Essayer de trouver un compromis pour pouvoir… Je pense qu'il faut discuter. Voilà. Alors, a priori, oui, le prestataire en question met en avant un problème de trésorerie temporaire par rapport à ça. Ça peut être envisageable de discuter. Après, est-ce que c'est honnête ou de mauvaise foi? Je ne sais pas. Voilà, faudrait, ça, oui, après, il faut voir. Pas lui demander une impression d'écran de son compte bancaire aujourd'hui à 15 ans pour voir ce que ça donne. Ouais. Est-ce que vous demanderez les impôts si vous demandez de l'aide ou n'importe quoi. Donc, je pense qu'il faut être honnête à fond ou être malhonnête à fond. Il ne faut pas céder, il ne faut pas trop céder parce que voilà, les offices de tourisme, vous êtes toujours un peu trop gentils. Il ne faut pas trop céder, il faut essayer de trouver un intermédiaire. Il ne faut pas non plus plomber les comptes de l'office de tourisme. Hein, si il comptait cet argent, l'office, pour payer ses salaires et organiser son plan de relance, il y a peut-être à trouver un échelonnement peut-être du paiement. Vous n'allez pas tout payer d'un coup, vous allez payer en 6 mois. Ou voilà, c'est peut-être des idées à rechercher, à discuter aussi avec ce prestataire et au cas par cas. Tout ce qui est EDF, GDF et l'eau, logiquement, il n'y a pas de souci. Il y a une recommandation gouvernementale. Mais ce n'est pas systématique. Hein. Il y a des communes ou des intercos qui gèrent leur propre eau et qui ne vont pas écouter le gouvernement. Hein. EDF, GDF, je pense qu'ils vont se plier un peu. Et pour d'autres, après, c'est au cas par cas. Comme si vous êtes locataire des locaux de l'office de tourisme, si le bailleur, c'est la commune ou l'interco, ça va aller. Si c'est un privé, ce n'est pas garanti qu'ils vous disent non, ce mois-ci, vous ne payez pas et puis on va étaler après. Hein. Après, vous pouvez faire un petit peu le forcing, mais il y a des limites. Et tous ces prestats à côté où il y a des prestations d'encarts publicitaires, même tout ce qui est ménage. Voilà, le ménage en ce moment dans les offices, c'est pas utile de le faire, il n'y a personne. Donc, on serait tenté effectivement et vous auriez raison, de supprimer le versement des 2 mois peut-être pendant lequel les ménages ne seront pas faits. Après, tout dépend des circonstances et ça relève d'une discussion. Si vous êtes EPIC, vous avez sans doute un marché public de gré à gré avec une société de ménage, donc vous ne pouvez pas casser un marché comme ça volontairement. Volontairement, pardon. Ok. J'avais une question de Stéphanie, toujours de Dom Tourisme. Alors peut-être qu'elle pourra prendre la parole pour préciser ce qu'elle entend dans sa question. Pouvez-vous rappeler les dates pour le chômage partiel en cas de reprise lente de la commercialisation?
là, on a les deux aspects. Les dates, vous pouvez mettre en chômage partiel pour une demi-journée et jusqu'à dans la limite de 12 mois. Et après, ça va être évolutif. Vous pouvez avoir une personne à 50% en chômage partiel. Donc, quand vous allez déclarer un salarié, temps de travail habituel 35 heures, chômage partiel 17h30. Voilà, ça va être au cas par cas. Et la période initiale, qui était de 6 mois avant l'ordonnance, est passée à 12 mois. Donc, vous pouvez, d'entrée, si vous savez que pendant 12 mois, un salarié ne sera pas utile au fonctionnement de l'entreprise, vous pouvez mettre cette personne tout de suite pendant 12 mois au chômage partiel. Et réajuster ensuite, mois par mois, où on vous demandera effectivement de faire des bilans sur le même site et de déclarer officiellement ce qui a été réalisé ou pas. Et de réajuster ensuite en fonction de… Parce qu'on est un peu à l'aveugle, hein, on ne sait pas, personne ne sait, je dirais. Et puis chaque office est particulier. Donc, est-ce que vous savez, est-ce que quelqu'un sait effectivement les effectifs dont il aura besoin et ceux qui seront disponibles dans un mois? C'est impossible. Entre ceux, malheureusement, qui vont peut-être être en maladie, ceux qui vont être obligés de garder leurs enfants parce que le conjoint a repris le travail ou que le conjoint est malade aussi. Il y a plein de situations qui complexifient la gestion. Voilà. C'est pour ça, tout à l'heure, je l'ai dit un petit peu en amont, essayer de manière hebdomadaire d'envoyer un petit signal, un petit micro-planning en disant comment ça se passe, essayer de vous projeter de semaine en semaine pour qu'on puisse s'arranger et faire fonctionner l'office de tourisme, préparer la reprise et en même temps pas vous pénaliser. Et faites un effort, prenez vos congés, prenez vos RTT, prenez vos récup. Merci, gros bisous. Voilà, vous auriez un petit mail comme ça. Non, pas les bisous, hein, pas les bisous en ce moment. Hein. Ah non, bah non. Distanciation. J'ai une question d'Angela. Alors, si remboursement de l'avoir, je ne comprends pas bien la question, si remboursement de l'avoir, l'agence peut-elle garder les frais de dossier, plus assurance annulation? Alors, je ne sais pas si… Ça fait partie, oui, dans l'avoir, ça fait partie. Si vous avez convenu d'un contrat avec un client et dans ce contrat, il y a des frais d'annulation, il y a des frais de dossier, ça fait partie intégrante. Par contre, si ce n'est pas convenu dans le contrat initial, vous ne pourrez pas les rajouter. Si initialement c'est dans le contrat, ça fera partie de l'avoir. Si ce n'est pas dans le contrat, vous ne pourrez pas les rajouter. D'accord. Pendant la période hors confinement, peut-on ne pas proposer… ça, je crois qu'on a répondu à la question. Hein, la période hors confinement, cette notion de période de confinement, de toute façon, pour l'instant, elle est abstraite. Là, on est sur cette date du 15 septembre. Oui, ce sont les conditions que moi j'appelle particulières. Là, je vois les conditions générales de vente. Vous les appelez comme vous voulez, hein, les CGV ou les CPV, mais c'est vos conditions de vente à vous qui s'appliquent en dehors du 1er mars et du 15 septembre. Là, pour l'instant, le législateur présuppose que la période de confinement, elle va jusqu'au 15 septembre, quoi, en gros, en termes de… Ouais, je pense qu'il a, en matière de tourisme, il a anticipé effectivement très très loin parce que on est dans une période d'avril-mai où on ne va pas pouvoir tout reporter en juillet-août. Je ne sais pas si vous avez des retours de vos prestataires, mais moi j'en ai eu ce matin d'hôteliers, etc. En juillet-août, ils étaient déjà pleins avant le confinement. Et là, aujourd'hui, ils n'ont quasiment aucune annulation. Donc, on ne pourra pas reporter en juillet-août. Donc, on risque de reporter encore plus loin. Et la tendance, pour des personnes qui partaient là en congé mars-avril, la tendance semble se préciser, mais il faut regarder au jour le jour, je dirais presque heure par heure. Les reports semblent se reporter d'un an sur l'année prochaine carrément. Voilà, une excursion d'anciens combattants en bus qui est de venir chez vous, ils la font pas cette année, ils la font l'année prochaine. C'est une généralité. Après, je ne dis pas que ça va être la majorité non plus. Mais c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Mais on est un petit peu au doigt mouillé, on ne sait pas trop où on va non plus. Personne ne le sait. Donc, une question de Christelle de Granville. Alors, il y a forcément des hausses de prix d'une année sur l'autre. Le prestataire doit donc obligatoirement conserver le même tarif s'il reporte sur l'année suivante, parce que 18 mois, forcément, là, je crois que oui, hein, a priori. Même prestation équivalente, même tarif, sans aucun frais financier supplémentaire. Et d'inciter dans vos envois de mails
pour l'avoir et la proposition, de dire si cela ne vous convient pas, n'hésitez pas, rappelez-nous et on va trouver un arrangement. À ce moment-là, il vous rappelle, il vous demande, il va vous dire ça ne me convient pas et je vous demande autre chose. Et quand il demande, là, vous pourrez dire bah, ok, je peux vous proposer autre chose. Par contre, sur 2021, les tarifs de 2021 sont majorés de 3%, pas 3% de plus. Ou là, vous pouvez mettre les frais de dossier, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Pas ce que vous voulez, parce que ça quand même. Mais... Après, l'interrogation porte aujourd'hui, là encore, c'est des retours un petit peu comme ça ponctuels de droite et de gauche, l'Office de tourisme et d'agents de voyage. Et, pour le marché franco-français, je n'ai pas de retour. Pour les étrangers, c'est de se dire, voilà, un Suisse qui dit, bah, ok, cette année, je ne viens pas. On va décaler au mois de juin, il n'y a pas de souci. Par contre, est-ce qu'au mois de juin, quand je vais venir en France, je serai absolument sécurisé que je ne vais pas choper le virus? C'est la question que tout le monde se pose. Comment va se passer le déconfinement? Oui, alors justement, par rapport à cette histoire-là de déconfinement, ça va être un peu compliqué parce que par rapport aux clientèles étrangères, les règles ne vont pas être les mêmes d'un pays à l'autre. On n'aura pas le même rythme, c'est sûr. On risque d'être dans les premiers déconfinés après la Chine. Je pense que même l'Italie, l'Espagne, ça sera après nous. Suisse, Allemagne, ça risque d'être avant nous. Les États-Unis, ça risque d'être bien après nous aussi. Et même de région en région, département en département français, il peut y avoir des différences. Et on prend la carte aujourd'hui. Nous, en Bretagne, on est déconfinés tout de suite. En Alsace, c'est pas le cas. Une question de Sylvia. Alors, quid des nouveaux dossiers groupes, nouveaux contrats à venir qui se construiront d'ici le 15 septembre? Bah, il faut les construire sans a priori et te dire qu'au 15 septembre ou même début septembre ou au mois d'août, le déconfinement aura lieu et les prestations pourront être réalisées. Voilà. Aujourd'hui, on peut partir que sur ça. Ça fait partie des plans de relance avec un maximum, enfin avec un minimum d'optimisme, pas un maximum, un minimum. Et puis après, bah, il faudra voir le déroulement de cette crise sanitaire. Si on veut être pessimiste, on peut se dire même on aura peut-être un rebond en août ou en septembre. Oui, comme en Chine. En Chine, ils ont ouvert les portes. Des personnes extérieures des premiers clusters sont rentrées dans les clusters et ont réinfecté une partie de la population. Oui, de toute façon, il faut partir du principe qu'on établit les contrats dans le cadre des dispositions légales actuelles et que de toute façon, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, on aura des décrets qui viendront modifier les décrets actuels par rapport à ces dates. Quoi, hein. Après, c'est abstrait, hein, parce que c'est pas parce qu'on va pouvoir se déconfiner que psychologiquement, les gens s'autoriseront à se déconfiner. Hein. Je pense qu'il y a peut-être de la psychose aussi qui va rester un peu… Je suis pas sûr que ça reprenne comme au tout début. Oui, ça dépend des personnalités. Ça. On peut aussi avoir des gens qui vont vouloir se lâcher et vouloir dire… on va avoir les deux. On va avoir des rushs, des rushs et en même temps peut-être des populations nouvelles, mais après, ça dépend comment vont réagir les intercos et les communes elles-mêmes, parce qu'il va falloir analyser tout ça. Ouais. Je vous demande 2 petites secondes, je reviens tout de suite. Profitez-en pour poser vos questions par écrit. Moi, j'en aurais une tout à l'heure, mais en fait, ça revient sur le volet social qu'on a déjà fait tout à l'heure, mais je l'ai oublié et du coup, elle m'est revenue là. Je la poserai tout à l'heure. Pas de problème. Je crois qu'on avait je ne sais pas si vous avez eu des retours un petit peu ubuesques comme ça de vos prestataires sur vos territoires ou vos collectivités par rapport à la taxe de séjour, où on a des prestataires un petit peu dans le même registre que ce que nous a fait remonter Laurence Racine tout à l'heure, des prestataires qui font valoir des problèmes de trésorerie en disant pour l'instant je ne peux pas payer la taxe de séjour. Quoi. Moi, j'ai l'UMI au niveau du département qui a adressé un courrier à tous les maires pour dire qu'il voulait la suspension de la taxe de séjour. D'accord, alors ça c'est encore autre chose. Ouais.
Oui, on était sur cette question des questions qui sont remontées de prestataires par rapport à la taxe de séjour, soit des prestataires qui demandent le report ou carrément l'annulation du paiement de la taxe de séjour. Sachant que, bon, je sais que c'est Voilà, pas facile à entendre dans le contexte actuel, mais on rappelle que la taxe de séjour n'appartient pas au prestataire, c'est un impôt qu'il doit reverser. Maintenant, voilà, quoi, ça fait partie des demandes et des arguments qui remontent, Ouais. dont les OT sont aussi les réceptacles. Bon, il y a un vent de folie, je ne sais pas si on avait parlé l'autre jour de l'UMI, là, qui a lancé, qui a allumé le feu, effectivement, dans toutes les régions de France, même au niveau national. Alors, il y a des régions qui se préparent à solliciter leur propre région, leur président de région, à solliciter ADN et à solliciter via ADN sans doute le gouvernement à ce sujet-là. Cette région en question, cette fraude-ci en question, devrait partir sur le fait de proposer effectivement à ce que soit gelée la période de confinement. De toute façon, c'est une évidence, hein, puisqu'il y a confinement, il n'y a quasiment aucune taxe de séjour qui devrait être versée durant cette période du 16 mars au 16 mai, au 16 juin, je ne sais pas quand est-ce que ça finira. Au-delà de ça, effectivement, de ne pas répondre à l'UMI, de faire des contre-propositions. Alors, l'UMI va jusqu'à dire on ne perçoit pas du tout de taxe de séjour pour ne pas pénaliser les hôteliers jusqu'à fin décembre. Si le client revient et qu'on a gelé cette période au forfaitaire de confinement, et si le client revient à taxe de séjour au réel, l'hôtelier, ça doit y faire ni chaud ni froid. Et ça évitera effectivement de supprimer le produit de cette recette qui tombe, on va dire, en moyenne à 80% dans l'escarcelle des offices de tourisme, à 100% pour les EPIC et un peu plus minoré souvent parfois pour les autres structures sous forme de subventions. Mais je pense qu'il va être temps effectivement de réagir très très vite parce que donc je sais qu'il y a des courriers qui vont partir vers l'UMI d'ici 15 jours à peu près, ça donne le temps de réflexion aussi à l'espace régional. Mais c'est de ne pas supprimer, je dirais. La taxe de séjour, elle est majoritairement au réel aujourd'hui en France. C'est le client qui la donne à l'hôtelier la reverse aux impôts, les impôts la reversent à la collectivité et ou à l'office de tourisme. Donc, on ne va pas permettre aux hôteliers, parce que certains vont quand même la mettre en place, vont la conserver et vont se la mettre dans la poche. Ah oui, il y a d'autres dispositifs d'accompagnement qui sont prévus dans ces cadres-là. C'est pas fait pour se faire de la trésorerie, quoi, hein. Donc, il y a des destinations où, si on coupe le robinet taxe de séjour là, pendant les 6 derniers mois de l'année, j'en ai eu un hier, c'est 900 000 € de taxe de séjour. Ah oui, on ne parle pas de Les hôteliers se répartissent le gâteau, il faut l'aider, effectivement. Donc là, je ne sais pas si au niveau ADN, vous avez déjà du retour, s'ils vont bouger ou pas, mais pour l'instant, il n'y a pas de position officielle. On a eu des réponses de Christophe Marchais par rapport à ces questions-là qui rappelaient bien que la taxe de séjour, c'était pas une variable d'ajustement, quoi, hein, voilà, qu'il fallait bien dissocier. Déjà, ça ne relève pas de la compétence de l'office de tourisme, oui. Même si encore une fois, vous êtes en première ligne parce qu'on pense que c'est vous qui la collectez. Ça ne relève pas non plus des collectivités aujourd'hui parce qu'ils n'ont aucune faculté de modifier leur délibération avant au plus tard le 30 septembre 2020 pour une application 2021. Aucune loi, aucun texte ne leur permet de modifier aujourd'hui le tarif, les périodes de perception, les périodes de reversement, rien du tout. Rien ne leur permet. Toutes ces délibérations, toutes ces décisions unilatérales d'un maire de station classée ou d'un président d'interco qui a institué la taxe de séjour va être qualifiée d'irrégulière. Donc, en plus, effectivement, d'arnaquer les offices de tourisme, ils vont eux-mêmes se tirer une balle dans le pied parce qu'en termes d'économie, il va falloir que ce soit les impôts locaux qui payent l'office de tourisme. Au final, l'office aura moins de subventions aussi, sans doute. Donc, en matière de relance économique, c'est ce que je dis en permanence. Hein. Si les élus savaient faire du développement économique, ça se ferait depuis longtemps. Ça va rester entre nous, ça. Hein. Non, parce que je l'ai dit dans toute la France. Donc, une question d'Angela. Si l'agence travaille avec des mandats de gestion convention avec ses prestataires, faut-il les reconduire maintenant
pour 2021 afin de proposer des prestations aux clients pour 2021 parce qu'effectivement, on a cette période de 18 mois qui va du coup mordre sur, plus que mordre d'ailleurs Oui, sur 2021. ouais. Ben, en toute logique, oui, il faut commencer déjà à amorcer et voir effectivement déjà sur cette période très lointaine, mais oui, il faut renouveler effectivement. Est-ce que vous pourriez être amené à faire des propositions sur des périodes hors mandat? Ouais. Oui, il y a un boulot de back-office et de plan de relance qui nécessite du télétravail. Hein. Ça va être une charge administrative, celle que vous adorez. Hein. C'est celle-là qui vous plaît le plus. Arrêtez de sourire tous, j'ai les noms. Est-ce que sur la partie commerciale, relation avec les prestataires, vous avez d'autres questions? Sinon, on va rebasculer sur quelques questions sociales là, qui restent en suspens pour terminer ce séminaire. Sur le commercial, on a fait le tour ou encore quelques dernières petites questions? C'est bon pour tout le monde? Je vais passer la parole à Christophe d'Evreux qui avait une question en droit social qui lui est revenue de tout à l'heure. Oui, alors déjà c'est vrai que j'ai la même problématique que Gaëtan, mais je pense qu'on est beaucoup en France en tout cas, c'est qu'on s'est inscrit depuis le 17 mars et que sur activité partielle et on n'a pas reçu de mail en nous disant juste que c'était pris en compte, on n'a pas d'identifiant, on n'a rien et le temps tourne, alors peut-être qu'on s'inquiète pour rien, mais en tout cas, hier au web séminaire avec ADN, ils nous ont dit que pour eux que ça semblait pas normal, en tous les cas on n'a toujours pas de code. Et la deuxième question, c'est qu'ils nous ont dit hier qu'il fallait faire un PV avec le CSE pour toute la mise en place de l'activité partielle et puis le maintien de salaire. Et puis aujourd'hui, une collègue d'Albi me dit qu'en plus, il faudrait prendre une décision unilatérale de l'employeur pour confirmer le maintien de salaire, en plus du PV, du CSE. Oh mon Dieu, que c'est compliqué. compliqué. Le CSE, activité partielle, il est obligatoire si vous êtes plus de 50 salariés. En dessous, il n'y a aucune obligation d'avoir l'avis du CSE. D'accord. Donc, après, vous pouvez le demander. Il y en a qui l'ont demandé, effectivement. Vous pouvez le demander. Ouais. Après, on va se poser la question comment les membres du CSE émettent leur avis. Parce que ces membres-là ne savent pas non plus rédiger un avis. C'est compliqué aussi après. Et sur l'enregistrement auprès des directs, alors c'est assez généralisé dans toute la France. Hein. J'ai pas de réponse. Moi, j'oserais émettre effectivement encore une fois que ADN devrait prendre le taureau par les cornes et saisir le secrétariat d'État qui va bien pour lui dire voilà, on a X offices de tourisme qui n'ont pas leur code. Il faut donner un chiffre réel. Voilà. Il faut qu'ils sollicitent tout le monde en disant qui n'a pas ses codes. Ouais. Et tout le monde remonte ça en 48 heures et qu'ils envoient un chiffre précis. Voilà. Ça a l'air vraiment après, oui, vous avez 30 jours pour faire. Donc, il y a encore un petit peu de temps, mais il reste une dizaine de jours. Donc, c'est vrai que ça devient un petit peu stressant. Voilà. Ouais. Après, gardez bien ce que vous avez fait comme mail. Essayez d'avoir des impressions d'écran avec des dates. Là, essayez de vous connecter aujourd'hui et puis de voir une impression d'écran pour pouvoir justifier le cas échéant. Mais c'est pas normal, oui, c'est pas normal techniquement. Maintenant, je pense que c'est malheureusement normal parce que vu le nombre de sociétés qui se connectent sur ce site, ils ont beau avoir eu 2 jours de travaux, les 16 et 17. Je pense que la bande passante ne suffit encore pas à encaisser, quoi. C'est comme vous et moi, je ne sais pas le nombre de coupures d'Internet que vous avez pu avoir, mais c'est assez fréquent. Voilà. Il y a des moments où c'est des rushs. Donc, je pense qu'il faudrait saisir peut-être au niveau d'OTN aussi, de saisir la directement. Peut-être le faire au niveau régional, ça pourrait déjà être une première démarche avant qu'ADN le fasse. Et dire, voilà, on a X offices de tourisme qui n'ont pas leur code. Alors, ils ne peuvent pas accéder et télédéclarer leur personnel à l'activité partielle. Et le faire, malheureusement, à l'ancienne, en courrier accusé réception. Même si on sait que la Poste traîne un peu la patte. De tout tenter, voilà, téléphone, mais c'est vrai que de les harceler par téléphone, par mail,
Bah, par téléphone, on les a pas, donc au moins Bah c'est non, c'est même par mail. Par mail, il n'y a pas de réponse. Voilà, moi, j'ai fait une demande perso au niveau des services fiscaux avec une échéance qui me concernait au 26 mars. J'ai eu la réponse ce matin. Voilà, ils sont contents. Pas moi. Mais on est face à ça. Ouais. Je sais bien. On pouvait espérer, d'après ce qui était annoncé, que aujourd'hui et demain, tout le monde puisse avoir les codes et tout le monde puisse enregistrer les données pour ceux qui étaient concernés par l'activité partielle. Moi, j'essaierai tranquillement, à des échelles régionales et nationales, de saisir les autorités pour leur faire comprendre qu'il y a X structures de votre réseau qui n'a pas pu faire les démarches et parce qu'ils ne disposent pas de l'identifiant et du code. Du coup, Emmanuel, c'est toi qui le fais remonter? Oui, bah oui, oui, on peut faire remonter ça. Il suffit d'avoir, je sais pas, t'as un contact précis là au niveau de la directe à qui faire remonter ça? Moi? Ouais. C'est pas auprès de la directe qu'il faut faire remonter ça, c'est auprès de l'ADN, là. Ah bah, ça dépend si deux. on est en démarche nationale ou régionale par rapport à ça. Parce que la directe ne répond pas du tout par téléphone, hein. Il y a zéro réponse, que ce soit par mail ou par téléphone. On a essayé à plusieurs reprises, il y a zéro réponse. Et ça fait 15 jours que ça dure. Ouais. Donc, Ouais, donc ça sera un coup d'épée dans l'eau, quoi. Après, on peut interpeller SN là-dessus pour essayer de faire remonter ça à l'échelle nationale. Hein. Vous n'êtes pas les seuls. Hein. Je l'ai entendu en Bretagne, je l'ai entendu en Occitanie, je l'ai entendu en Île-de-France, je l'ai entendu en Corse. Donc, vous n'êtes pas les seuls du tout. Hein. Et c'est même dans les régions, dans certaines régions, c'est pas équilibré. Il y en a qui l'ont eu tout de suite et il y en a qui, comme vous, effectivement, depuis 13 jours, n'ont rien. Voilà. Bah, je vais brancher Christophe Marchais là-dessus. Oui, dans ce qui faire remonter ça par ADN. Hein. Oui, s'il te plaît. Ouais. Après, vous pouvez envoyer un huissier si vous voulez la directe. Hein. Non, ils sont fermés aussi. Tout le monde est fermé. Nous, c'est un peu glauque dans l'heure, mais là, il y a un journal qui a fait sa une avec. Bah, il y avait une personne à la directe, en fait, elle vient d'avoir le Covid et elle est décédée. Alors. Ah ouais. Donc, Karine, je t'ai vu rigoler, c'est pas bien. Non, mais c'est un peu la sinistrose. En fait. Pardon, ça fait un peu genre. On va tous mourir. Grâce à l'agent, et effectivement, c'est ballot, comme dirait Bigard. Oui. Ouais. Après, oui, c'est pas homogène, ça peut se débloquer là. Ils ont eu quoi aussi en retard Je pense que là, ils ont tout mis en œuvre et je pense qu'il y a des soucis, mais peut-être effectivement, il y a le virus et le nombre d'agents qui est impacté. Quoi. Je ne pense pas qu'il y en ait plus que dans d'autres structures, mais je pense que tout ne réagit pas aussi vite qu'ils l'envisageaient ou qu'ils le voudraient. Voilà. Ça fait partie entre guillemets des critiques. Maintenant, on est dans une situation, alors qu'on soit pour le gouvernement ou contre ou aux extrêmes, moi j'en ai rien à faire, mais je pense qu'il faut aussi comprendre. Voilà, la France n'a pas vécu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. Dans d'autres contextes, voilà, la comparaison n'est à faire qu'à ce niveau-là. Après, je pense qu'il faut laisser un peu de temps. Hein. C'est comme on va être très glauque, hein, pour partir sur le nombre de morts, c'est le nombre de morts, c'est pareil. Voilà. Les EHPAD n'arrivent pas à faire remonter en 24 heures le nombre de morts qu'ils ont dans chacun de leurs établissements. Il y a une partie ça, puis il y a une partie effectivement qu'on ne veut pas faire exploser les chiffres français parce qu'on va passer de 3500 peut-être à 6000 d'un coup. Et après, voilà, ils veulent jouer la transparence, être sincères, aider. Ben, je pense qu'il faut y aller. Ouais. Malheureusement, il faut y aller. Est-ce que sur la partie sociale, il y avait d'autres dernières interrogations par rapport à ça? Je pense pas, sauf erreur, vous me contredirez, il n'y a pas de nouveaux textes à venir là par rapport à ça. Tout est sorti maintenant. Hein. Oui, la seule peut-être nouveauté annoncée à demi-mot serait éventuellement d'ouvrir les vannes de l'activité partielle aux agents de la fonction publique. Ça recoupe la question sur le CDI, le droit public d'un directeur d'EPIC. D'accord.
Ça a été annoncé à demi-mot en disant qu'il y aurait une évolution du dispositif. Maintenant, je pense que tant que les collectivités, autant interco, départements, régions, peuvent encaisser, l'État ne va pas se mouiller. Ça veut dire que le jour où ils ouvrent cette boîte de Pandore, là, toutes les structures institutionnelles de droit privé à qui on rétorque le fait qu'elles sont subventionnées à 80% par des subventions, ça tient plus. Hein. Du coup, là, c'est fini. À partir du moment où on ouvre cette possibilité-là, ça veut dire que si le législateur est cohérent, normalement, ça voudrait dire que toute structure, quelles que soient ses sources de financement, qui fait valoir une baisse d'activité, même sans perte de recettes internes, là, du coup, ça ne tient plus. Oui, même la personne physique, loueur de chambre d'hôte ou de meublé, pourrait se dire oui. Moi aussi, voilà, j'ai une perte ça fait partie de mes revenus également. Et c'est même si ce n'est pas fondamental, c'est revenus de particuliers, de loueurs de meublé ou de chambre d'hôte, ça reste souvent la soupape qui fait lien fin de mois. Voilà. Donc c'est aussi à considérer. Voilà. Bon, affaire à suivre, ça, on verra s'ils vont jusque-là. Pour l'instant, on en est là. Il y a une déclaration de Macron dans ce cadre-là, et puis une deuxième du secrétaire d'État aux affaires publiques, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il va un peu dans ce sens-là. Mais bon, c'est politique. Hein, après, oui, c'est une demande d'élus locaux qui veulent essayer de pouvoir amoindrir le choc un peu partout, quoi. Si j'ai une région où il y a un élu, et la démarche n'était pas complètement idiote, après c'est le problème des collectivités, mais c'est d'alléger certaines charges comme le CFE par exemple. Le CFE qui impacte les loueurs de meublé et les chambres d'hôtes, de dire pour 2020 c'est 0. Voilà. C'est fait chez nous. Voilà, donc c'est déjà amorcé, effectivement, ça ils peuvent le faire. Voilà. Ouais. C'est annuellement, forfaitairement, pour ce type de prestataire, ça doit être 650 € d'économie. Donc c'est encore un effort de fait. Voilà. Maintenant, il faut que tout le monde fasse l'effort. C'est là où en France, on n'est pas toujours très bon. Voilà. Si le voisin peut faire l'effort à notre place, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai une question de Stéphanie. Question d'un prestataire d'événementiel. La billetterie de spectacle annulé n'est pas soumise à l'avoir. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation. Non, ça, tout dépend. Le prestat qui vend lui-même sa billetterie de spectacle ne rentrera pas dans le cadre de l'avoir. Si l'événementiel est revendu par l'Office de tourisme, oui. Les spectacles, spontanément, tout ce qui est culturel, ils font automatiquement un avoir. Voire, ils remboursent intégralement. C'est comme un concert qui est annulé parce que le chanteur est malade. C'est pareil. On rembourse quasiment. Donc, c'est la valeur des conditions de vente du billet en lui-même qui va répondre à la question. D'accord. Mais dans tous les cas, de tenter le report et l'avoir, c'est la bonne solution. Voilà, D'autres questions sur le social? Je crois qu'on avait fait le tour. Sur les questions juridiques par rapport aux relations commerciales, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pas de questions complémentaires. Je pense que même observation que sur le droit social, sur le commercial, a priori, on n'attend plus rien de nouveau en termes de précision à venir. Là-dessus, c'est pareil. Les textes sont sortis, a priori, sauf des reports d'échéance, voilà, en fonction de l'évolution sanitaire, mais pour l'instant, tout est précisé dans la loi. C'est ça, ouais. Je pense que ça ne bougera pas. Il y a ce que vous venez de dire, si la crise sanitaire évolue négativement, ça pourrait changer, mais on reste sur des annonces de reprise et de début de confinement, de déconfinement.
De quelle manière? Je ne sais pas. À quel rythme? Je ne sais pas. Par qui ça va commencer? Je ne sais pas. Mais on est sur du 15 mai, 15 mai, début juin. Voilà, c'est le côté optimiste du discours actuellement. J'ai une question de Kevin de Fécamp. Alors là, c'est plus une question d'animation, on va dire, de stratégie qu'une question purement juridique, mais intéressante pour tout le monde, néanmoins. Question pour les collègues ici présents. Engagent-ils des actions commerciales actuellement, phoning, emailing, ou font-ils preuve de retenue en attendant la fin du confinement? Alors, c'est une question à partir de quel moment on anticipe cette fameuse stratégie de rebond commercial, voilà, dont tout le monde parle, ces stratégies d'après-crise et de rebond. Est-ce qu'on les anticipe dès maintenant? Est-ce que ça paraît un peu décalé ou est-ce qu'il faut le faire? Voilà, là on sort un peu du cadre juridique, mais c'est effectivement. Je vais vous répondre parce que j'ai été démarché ce matin au téléphone. Je pense que l'autre au bout du fil, il n'a pas dû apprécier ma réponse du tout. C'était pas du tout le moment de m'appeler. Ben oui, c'est ça. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens n'ont pas forcément la tête à ça juste après, mais est-ce qu'ils l'ont maintenant? Voilà, ça c'est vraiment. Je réponds juste, après vous échangerez, mais de ce que je vois dans d'autres régions ou agences de voyage, etc., ils sont en train de mettre en place une stratégie et un plan de relance d'urgence avec un changement de méthode de communication et marketing, voire de cible de clientèle. Voilà, je prends un exemple assez facile, la Corse. La Corse, ils ne vont pas cibler les Italiens. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Oui, voilà, c'est juste, oui. Donc après, pour vous, effectivement, il faut regarder si vous avez un fort pourcentage d'anglais qui arrive chez vous, comment ça va se développer. Si eux-mêmes sont infectés et vont être déconfinés après nous, c'est inutile d'aller foutre du fric dans un plan de com sur les Anglais. Alors déjà, il y en a eu un post-Brexit. On a presque oublié le Brexit, mais la région Normandie a lancé une campagne de communication d'attractivité des clientèles britanniques en Normandie, en rappelant les liens historiques qu'il y avait entre les deux régions. Et là, c'est vrai que là, toute la stratégie de communication est complètement rebattue, remise à plat avec tout ça, quoi. Voilà. Il y a des choses qui sont passées bien au-dessus de ça. De ce que j'entends, mais il y a des communicants là autour de la vidéo, mais faut être très terre à terre, je pense. Il ne faut pas aller chercher très très loin. Je pense que la priorité, ça va être le marché franco-français dans un premier temps. Familial, excursionniste, rassuré, des trucs traditionnels, quoi. Les plats du débarquement chez vous, des choses faciles, quoi. Je vais intervenir, Emmanuel, juste pour rappeler que à la fin de la semaine, donc demain, ou vendredi, je ne sais plus quelle journée, il y a une réunion organisée par le CRT Normandie pour centraliser les infos concernant les plans de communication, de promotion de chacun et voir à l'échelle régionale qu'est-ce qu'on peut envisager. Donc, je pense qu'on peut attendre déjà le retour du CRT, de savoir comment il se positionne avant individuellement de lancer ou pas des actions. Nous, sur le territoire de Deauville, on entretient les relations avec les partenaires parce qu'ils participent financièrement à la vie de la structure, par le biais des encarts, on en parlait tout à l'heure, ou différents partenariats. Pour s'assurer de l'avenir et pas les perdre et les rassurer aussi par rapport au contexte. Et puis par rapport aux clients classiques, on a des outils qui existaient comme Newsletter où on a plus de 14 000 abonnés. On continue à injecter des informations, quelles qu'elles soient. C'est plus autour des initiatives des différents partenaires qui valorisent leur activité de manière virtuelle. On s'appuie plus là-dessus pour l'instant, avant tout démarchage commercial. On ne s'est pas du tout penché là-dessus. Et comme le précisait Christian tout à l'heure, je pense que ça peut être très malvenu de solliciter des clients qui sont dans une situation quand même relativement anxiogène. Oui, ça vient un petit peu en prolongement, la remarque de Sylvia, un emailing de soutien, entre guillemets, moi je mets des guillemets, à voir quelle forme ça peut prendre, plus des suggestions de programmes, est-ce propice? Là c'est pareil, effectivement, ça va un peu dans ce sens-là, c'est comment on maintient le lien, mais sans être trop dans l'offensive commerciale, voilà, et de se dire, on est là, mais
mais on reviendra vers vous, quoi, en gros. Et vous verrez ce que dit le CRT et que vous intégrez dedans. Déjà, si eux ont un plan de com et qu'ils le financent, ça vous coûtera moins cher à vous individuellement. C'est clair. Oui, parce que ce genre de plan de relance, ça coûte une blinde. Et après, je pense qu'il faut, dans l'immédiat, si vous envisagez de faire quelque chose, je pense que c'est juste rester visible. C'est d'envoyer aux clients habituels, si vous avez des emailing à faire ou si vous avez des fichiers RGPD, bien sûr, et tout le monde là, de dire on vous a pas oublié, restez chez vous et puis préparez-vous à revenir chez nous. Et de montrer quelques images rassurantes. Je pense qu'il faut être vraiment très, très soft. Moi, je suis pas pro de la communication, même si je m'y connais un petit peu quand même. Et pour l'avoir vécu ce matin, c'est vrai que voilà, la personne qui m'a démarché m'a vraiment fait chier et je l'ai envoyé chier. Ça a été radical. Voilà. De ne pas être dans une communication trop ciblée, directe, individuelle. Voilà, et puis il y a les réseaux sociaux aussi, hein, bien sûr, où là on peut entretenir un lien. Destination, voilà, on a des destinations qui prennent des initiatives. Ou peut-être se montrer sur des qui publicités. rebondissent sur le contexte de confinement, voilà, pour continuer à communiquer positivement sur la destination. Donc voilà, ça peut passer aussi par ces canaux-là, voilà, de continuer de se dire que la destination elle est toujours là, voilà, que certes elle est à l'arrêt, mais que voilà, on peut la valoriser d'une autre manière. Je crois qu'il y a Christophe à Évreux, mais voilà, une initiative prise par pas mal de destinations sur on vous montre notre destination vue de notre balcon, par exemple. Voilà, une petite chose comme ça, sympa, qui permettent d'entretenir aussi l'image de la destination dans cette période-là, sans être décalé par rapport au contexte actuel. Quoi. Oui, il faut attirer l'œil de manière simple, je sais pas. Faites une chorale des offices de tourisme, comme il y a pas de chorale. Il faut chanter juste pour ça, Christian. Il fait beau en ce moment, donc peut-être pas quand même. Pas de toutes vos images propres à chaque destination. Oui, il faut aller vers les communicants et puis essayer de trouver des astuces pour se montrer simplement. Il ne faut pas. Je ne sais pas corriger ce nez chez nous, c'est naturel, l'air est bon. Quoi. En ce moment, c'est pas ça qu'il faut communiquer non plus, je crois. Je peux donner un exemple sur Deauville, dans justement le lien lié à la newsletter. On a posté, alors ça date c'est au début du confinement, rappeler en fait les films qui ont été tournés sur notre territoire et les encourager à aller les regarder de nouveau. Et du coup, on sort vraiment du contexte habituel et on conserve le lien. Et voilà, c'est un côté un peu ludique du truc. Ouais, il faut rester sur du classique traditionnel. Ouais. Je pense qu'il ne faut rien inventer en ce moment. La rassurance. La rassurance. Ouais. Ok. Écoutez, je vous propose sur ces bonnes paroles positives, voilà, on va essayer aussi de communiquer maintenant. Là, on était un petit peu tous voilà, sur des questions de court terme, sur des questions juridiques et sociales qui, on espère vont être moins prégnantes et dans les semaines à venir, repartir sur des choses plus positives comme c'est les sujets là sur lesquels on a un petit peu débordé, mais de manière intéressante. Et puis, tout ce qui va concerner les stratégies de rebond, hein, voilà. Donc là-dessus, il va y avoir des actions sur aussi bien de nous, du CRT, CRT Normandie au niveau national, et puis nous au niveau d'ETN, on va aussi y apporter notre contribution à travers des web séminaires et des formations thématiques sur ces sujets-là, de pouvoir vous proposer des formations ou des séminaires sur des sujets positifs comme cela qui vont permettre aussi d'aller de l'avant, hein, par rapport à ce rebond qu'on espère arriver le plus tôt possible. Voilà, je voulais remercier de nouveau Maître Gossom pour cette deuxième intervention, toujours à titre bénévole, hein, je tiens à le rappeler, à le préciser, qui a bien voulu répondre à nos questions.
voilà, quoi dire de plus? Je crois que pour l'instant, c'est tout. Si toutefois nous avons des problématiques juridico-sociales qui se posent dans les semaines à venir, on essaiera du possible de vous reproposer quelque chose, hein, si ça paraît. Non, moi, je pars en vacances pour 15 jours. Là. Je crois que les avocats sont en pleine activité en ce moment. Ils sont en pic d'activité là. Ils sont pas en. Ouais. Je ne sais pas si tous, parce que je ne les vois pas les autres. Oh, je pense. C'est on est probable. interdit de palais de justice, donc je ne peux pas les voir. Mais sur le pénal, je ne sais pas, mais en tout cas, en commercial, en social, hein, je pense qu'ils ne devraient pas chômer. En pénal, mais c'est très, 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 très calme. Hein. Hier, j'étais de garde à vue. On avait 3 clients en cellule. D'habitude, sur Rennes, on tourne entre 15 et 25. Donc, oui. C'est très, très calme. Ah, oui. Les PV tout de suite, ils passent en comparution immédiate, ça va très, très vite. Oui, ouais. Il y a même une solution pour désengorger les tribunaux. Non. Il y a même une solution pour désengorger les tribunaux, c'est génial. Oui, il y a ça. Et les prisons aussi, parce qu'ils ne veulent pas les mettre en prison. On risque de... Ils en ont même fait sortir. Des peines légères. Oui. Il n'y a pas trop de délits. Il y a beaucoup de maris et de femmes qui ne se supportent plus au bout de 10 jours. Et c'est souvent ça. Enfin, moi, j'ai eu que ça. Ici, il y a un mec qui sortait sans permis, en état d'ébriété, avec un taux drogué, à 3 dans la voiture, et il cherchait, il ramassait tous ses copains pour aller fêter son anniversaire. Ah ouais, il n'avait pas commencé la journée en plus. Il a commencé bourré, donc je pense que lui il est au frais. Là. Bon. Non, en Bretagne. Voir ou conduire. Il est déjà confié. Très bien. Merci à Maître Gossoum pour son intervention et les réponses qu'il a pu apporter à tous. Et merci à tous pour votre participation. Et on vous donne rendez-vous à bientôt pour nos prochains web séminaires ou formations, pour l'instant à distance. Voilà, en espérant vous revoir physiquement le plus vite possible. Merci Christian. À bientôt. À bientôt. Bon courage. Bonne relance. Merci.